ici chez Maserati à Levallois avec monsieur Bernard Loire, bonjour. Bonjour. Qui rejoint Maserati depuis maintenant 12 mois. 12 mois, on y est, bon anniversaire. Moi, ma première interrogation, vous arrivez d'un monde automobile, vous êtes dans le monde automobile depuis bien longtemps, mais d'un monde automobile plutôt asiatique. Et la question que je me posais, c'est arrivant de ce monde-là, comment on fait pour s'adapter peut-être à la philosophie Maserati, à l'italienne? Alors c'est intéressant comme question. J'ai un parcours qui est aussi jonché d'expériences en Italie, à vrai dire. J'ai même travaillé 2 ans dans les années 2000 dans le groupe Fiat en D'accord. réalité. Ce qui m'a permis de connaître l'italien, d'apprendre l'italien. Et bien entendu, ensuite, de pouvoir travailler beaucoup plus d'une façon fluide avec les Italiens. Et mon expérience aussi asiatique m'a amené à avoir des fonctions en Italie. D'accord. J'ai habité Rome 2 fois. Et donc, à titre personnel, j'ai une forte attirance par l'Italie. Et d'une façon professionnelle, j'ai absolument aujourd'hui D'accord. une capacité à travailler au quotidien, d'ailleurs en italien aussi. D'accord. Vous pensez que Maserati a choisi un Français pour avoir cette espèce, je dirais, de prudence dans les choix à venir, cette espèce de rationalité que parfois les Italiens font passer après la passion? Alors, moi, je ne pense pas que ma nationalité ait été un critère, très honnêtement, mais je pense que Maserati, par définition, est une entreprise globale. C'est une entreprise italienne, il n'y a aucun doute, mais c'est une entreprise qui vend dans tous les marchés du monde. Et le fait d'avoir un parcours comme le mien, qui est quand même un parcours assez international, avec une capacité de travailler avec plusieurs cultures différentes, a sûrement aidé au choix. Donc je pense que c'est moins la nationalité que l'ouverture d'esprit et la capacité de s'adapter. Oui, parce que j'imagine que Maserati a une volonté mondiale aussi. Ah ben elle l'est, hein, par Oui, bien sûr. définition. Aujourd'hui, on vend autant de voitures aux États-Unis qu'en Chine, qu'en Europe. Donc nous avons déjà une assise qui est complètement globale. Il faut que cette assise, maintenant, on puisse la porter beaucoup plus haut. C'est ça, c'est ma vraie mission. D'accord, donc si on parle un petit peu on commence à tracer des grandes lignes sur l'avenir de Maserati, Oui. c'est d'étendre cette renommée mondiale encore. Oui, en fait, la stratégie de Maserati, c'est de pouvoir se développer sur des segments Mm. qui aujourd'hui, sur lesquels nous ne sommes pas présents. La MC20 en est un exemple, puisque c'est le segment des supercars. Le Grecale, qui est un plus petit SUV Mm. que nous allons lancer en fin d'année, en est un autre exemple, puisqu'il il s'adresse à la plus grosse frange du marché du luxe au monde. Et puis c'est aussi après d'aller sur des motorisations qui sont des motorisations aujourd'hui qui sont très demandées par les clients, à savoir des moteurs électriques ou électrifiés. Mm. Et donc ces investissements convergent pour donner à Maserati une assise beaucoup plus importante que ce qu'elle a aujourd'hui. Un positionnement plus orienté aussi vers le luxe, parce que ça c'est un avis personnel. Longtemps, Maserati, je trouve, a cherché son positionnement parmi les gammes automobiles italiennes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de progresser vraiment vers le secteur, de dépasser le premium et d'arriver vraiment dans le luxe? Ah, très clairement, le positionnement de Maserati est sur le luxe. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des définitions relativement nettes entre ce qui est le marché, on va dire, généraliste, Mm. le marché premium et les constructeurs premium, et les acteurs du luxe. Nous avons identifié, nous, à peu près sur un marché, on va dire, 100 millions de voitures vendues par an dans le monde. C'est caricatural. 1 million environ de clients luxe. Donc ce client défini évidemment par la capacité d'achat, donc par le prix, et puis par l'exclusivité. Et Maserati correspond à la fois en termes de prix et d'exclusivité dans cette catégorie de luxe. Donc
Au sein de ce segment, hein, qui est vraiment la frange très très haute du marché, eh bien, Maserati a volonté de jouer un rôle de plus en plus grand. D'accord. Et avec, j'imagine aussi une gamme beaucoup plus homogène, justement en termes de prestations et de luxe, avec, on en a parlé tout à l'heure, avec des propositions de personnalisation, un peu les programmes Oui, bespoke qu'on peut trouver ailleurs. oui. Et donc ça va perdurer dans l'avenir? Ah, bien sûr, ça c'est un élément stratégique et c'est une des définitions d'ailleurs du marché du luxe. Les Mhm. consommateurs de luxe recherchent une exclusivité. C'est le contraire de la grande série et donc pouvoir offrir des lignes de produits qui sont complètement personnalisées au goût du client, que ce soit à la recherche dans une connotation, par exemple pour Maserati, plutôt de course, hein, on appelle Mhm. ça corset, donc, ou alors quelque chose de beaucoup plus futuriste, nous allons pouvoir offrir, nous offrons déjà d'ailleurs à nos clients la possibilité de personnaliser une couleur, de personnaliser une jante, de personnaliser un intérieur, de faire des combinaisons qui sont exclusives. Et ça, c'est exactement la définition d'un acteur du marché du luxe. D'accord, et puis avec aussi des associations avec des grands acteurs du luxe italien, comme Zegna pour le cuir ou autres Oui, pour bien les sûr, puisque intérieurs. des partenariats, nous Mm. pouvons en avoir. Et il y a le monde du luxe se parle, je Ouais, dirais. bien Le sûr, monde bien de sûr. l'automobile parle au monde de Sauf la que... mode. Mm. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même aussi aujourd'hui ce qu'on appelle un nouveau client du luxe. Et il vient plutôt d'Asie, hein, Mm. sur lequel Maserati est très présent, et qui est un client plus jeune et qui recherche aussi de nouveaux codes, mais qui a aussi une conscience écologique et une conscience environnementale. Et là, pour nous, aujourd'hui, Maserati, eh bien, nous devons concilier la performance et le design, qui sont nos valeurs de marque, avec des motorisations qui sont des motorisations soit hybrides, soit électriques. D'accord. On peut justement parler un petit peu des motorisations, puisque là, je viens de redéposer la Ghibli hybride. Oui, D'ailleurs, une question que je me posais, la Ghibli la Ghibli, pardon, est présente sur le marché depuis maintenant 9 ans, pas loin de 2013. Bon, depuis 2013. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est la première Maserati quelque part électrifiée. Est-ce que cette Ghibli a vocation à perdurer dans l'électrification ou est-ce que un véhicule de cette de gamme-là va être planifié pour remplacer la Ghibli et justement assurer cette électrification dans cette gamme? oui, alors effectivement, Ghibli, c'est la première Maserati électrifiée. On l'a lancée il y a 3 mois et aujourd'hui, elle représente 50% des ventes de Ghibli. Donc l'hybridation sur une voiture de luxe et associée à de la performance, c'est une réalité. 50% des prises de commandes, c'est un petit peu plus que ce que nous anticipions. Et évidemment, technologie est appelée à se développer sur d'autres modèles. Et ce que nous avons annoncé, c'est à chaque nouveau modèle, à partir de maintenant, eh bien, sera associée une version 100% électrique. Donc aujourd'hui, sur le modèle Ghibli tel que vous le connaissez, il n'y aura pas de version 100% électrique. On va rester sur l'hybridation. Mais sur les futures générations de Maserati, à sortir à partir de la prochaine voiture, hein, le Grecale, le petit SUV, chacun aura sa version full électrique. D'accord. Euh, on va reparler un petit peu de cette hybridation sur la Ghibli, si vous le voulez bien. Alors, elle remplace le diesel dans la gamme Maserati, ce qui pour moi fait sens, parce que du diesel chez Maserati, Oui. bon, pourquoi pas, mais voilà, là c'est le cœur du passionné qui parle. Vous avez choisi, quand je dis vous, c'est Maserati bien sûr, une hybridation légère, du mild hybride avec cette agrémentation de cette batterie 48 volts qui va aider le moteur finalement, mais qui ne va pas forcément apporter vraiment un énorme gain en CO2, qui apporte par contre, ça on l'a senti, un gain en puissance. Est-ce que dans les tablettes, on a également des choses sur le PHEV, sur l'hybride rechargeable, qui semble être quand même ce qui va vraiment remplacer aujourd'hui le diesel en termes de CO2, mais également en termes fiscaux, puisque la France a des dispositions fiscales qui sont quand même
largement pour favoriser le PHEV et beaucoup moins le MHEV? Alors, c'est une bonne question parce qu'un constructeur comme Maserati doit raisonner sur un marché qui est complet, qui est global. Et aujourd'hui, effectivement, la taxation, les taxes en France favorisent plutôt soit le complet électrique Complet, ou alors le plug-in. Nous avons fait le choix stratégique, volontaire, d'aller sur du mild hybrid. Pourquoi? Parce que c'est selon nous ce qui peut retranscrire le mieux la performance Maserati. À savoir qu'effectivement, nous avons amélioré le taux de CO2 et nous avons quand même aujourd'hui des seuils qui ne sont pas sur la tranche maximum on est à la de nos moitié. voitures. Ce qui est déjà, comment dire, Bien sûr, quelque chose. ça peut rester quand même un frein avec aujourd'hui, alors là, c'est pas de la faute de Maserati, c'est de la faute de la fiscalité française. Non, et puis qui est changeante en plus, donc on Oui. peut pas se déterminer par rapport seulement à une fiscalité dans un pays. On s'est déterminé par rapport à ce qu'est l'ADN de la marque. Et l'ADN de la marque, c'est quand même sur la performance. Par contre, pour moi, cette voiture, elle est quand même aussi destinée à une cible entreprise qui, là, trouvera peut-être pas tout à fait son compte justement sur cette fiscalité. Alors par contre, c'est une question là, franco-française. Ouais, voilà, mais si vous voulez, le choix la technologie plug-in hybrid, nous l'avons dans le groupe, et nous aurions pu la choisir. Pourquoi ne nous l'avons pas fait? Parce que elle entraîne un surpoids. Et vous le savez, donc ça change quand même relativement le comportement de la voiture. Et donc plus de poids demande plus de puissance pour une performance qui n'est pas forcément la meilleure. Et donc nous, le choix assumé, c'est de dire sur notre gamme électrification, nous offrerons dans le futur des mild hybrid et nous offrirons du full électrique. Je ne veux pas dire jamais du PHEV, mais on n'est pas du tout dans la stratégie du PHEV pour des raisons purement de performance. Le moteur full électrique offre des performances extraordinaires. Le mild hybrid, vous l'avez essayé, vous m'en direz peut-être un petit peu plus, mais 330 chevaux, ça, quand même, c'est une Maserati. Ouais. Pour vous donner justement un petit avis de cette Ghibli hybride, en fait, comme beaucoup, je suis parti avec des a priori parce qu'on m'a dit un 4 cylindres, parce que j'ai lu un 4 cylindres dans la Ghibli. Honnêtement, c'est quelque chose qui donne un petit frisson. On se dit, bon, on va y aller. Là, encore une fois, c'est tout personnel. J'avais eu l'occasion d'essayer l'Alfa Veloce avec ses 280 chevaux et la même base de moteur, et j'avais été séduit déjà par cette Alfa. Donc je me suis dit, allez, on va faire confiance à Maserati. Et je suis parti avec dans les rues de Levallois. Et là, honnêtement, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que la boîte ZF est étagée de manière à ce que les rapports passent entre 2000 et 2500 tours. Et en termes de sonorité et de comportement, là, il se passe pas grand-chose, on va dire. On est dans une voiture, on est dans un bon premium. Par contre, le confort est exceptionnel. Voilà. Et puis je suis parti en vallée de Chevreuse et sur route sèche, je tiens à le dire, et route fermée, ça c'est pour ceux qui nous écoutent. Et si. Et là j'ai commencé à jouer et j'ai joué avec les palettes et j'ai emmené le moteur dans les tours. On est passé au-delà de la barre des 3-4 000 tours et là par contre, c'est là que j'ai vraiment été séduit parce que j'ai retrouvé l'âme et le caractère Maserati, je tiens à le dire. C'est une voiture qui, quand on l'emmène un petit peu dans les tours, est d'un charme incroyable. Et surtout pour ceux qui nous écoutent et qui nous ont posé les questions, qui nous ont dit elle a un bruit de casserole. Non. Regardez la vidéo, vous écouterez un petit peu les passages de rapport. Je peux vous garantir que emmenée dans les tours, elle a un vrai son de Maserati et on a été vraiment bluffé par votre et par l'hybridation, d'ailleurs, on en parlait par le mild hybride, qui apporte ces 50 chevaux de plus par rapport à une Alpha, et qui propose un turbo qui est vraiment présent à tous les étages. Et encore une fois, quand on commence à l'emmener un petit peu, procure vraiment beaucoup de plaisir de conduire. Donc je tenais à le dire et appuyer sur le choix de Maserati sur cette hybridation. Ben, c'est exactement la réponse à la question sur le PHEV. Donc nous voulions conserver une Maserati. Ça reste et Maserati. à la fois sur le plan dynamique et sur le plan sonore.
D'accord. Eh bien, c'est réussi. C'est réussi. J'ai bien entendu donc je dirais la volonté de Maserati d'avoir un choix soit, on va dire, assez passionnel avec le choix du MHEV et donc conserver cet esprit thermique, on va dire, Maserati, où là l'électrique n'est là que pour servir Oui, finalement le thermique. L'électrique, 100%, on attend, on attend. oui. Moi, j'ai aussi des questions sur la fusion qui a été opérée durant cette année 2020. Elle a été riche pour vous d'ailleurs, avec Stellantis. Et je me pose des questions sur les partages de technologies. Alors, tout d'abord, il y a une question que je me suis posée pendant longtemps sur le partage de techno entre Alfa et Maserati. On a vu que là, par exemple, sur le moteur, il y avait un travail qui a été fait. Mais moi, la question que je me pose, c'est sur la plateforme. Il y a une plateforme chez Alfa Romeo qui s'appelle la plateforme Giorgio, qui a été primée, qui a été encensée, etc., etc. Et elle n'a pas été utilisée chez Maserati. Je me posais la question, sachant que Maserati est capable d'utiliser des plateformes groupes, puisque, voilà, je ne vais pas dévoiler des secrets en parlant de Levante, mais bref, là, on reste sur la plateforme Giorgio. Est-ce qu'il y a des projets d'utiliser cette plateforme qui est pour moi extraordinaire et qui est sportif, qui a vraiment cet esprit italien? Alors la réponse est oui. Ah, voilà, bonne nouvelle. La réponse est oui, puisque effectivement, tout d'abord sur Stellantis, c'est une chance pour toutes les marques du groupe de faire partie du quatrième constructeur, du quatrième groupe mondial automobile. Et Maserati a sa place à part entière dans le haut de ce segment. Et donc, la stratégie qui a été présentée l'an dernier de Maserati, avec notamment la MC20 et tous les investissements produits, sont bien entendu confirmés dans le cadre de cette fusion. Donc, nous voyons l'avenir avec optimisme. D'accord. La plateforme dont vous parlez, qui est effectivement une plateforme très, très, très performante, eh bien, sera utilisée sur notre tout nouveau SUV qui va être lancé à la fin de l'année en France et en Europe, qui s'appelle le Grécal, donc qui va s'intégrer en dessous du Levante et qui, comme toute Maserati, sera très axé sur la performance, sur la qualité dynamique, sur le design, et qui pourra, lui, avoir des motorisations effectivement hybrides ou des motorisations full électriques. Donc, avec une palette, et c'est peut-être la voiture avec la MC20, bien entendu, qui est l'icône de la marque, dont les livraisons débuteront là, à la fin du mois de juin. Mais ensuite, le Grécal, ça va être la voiture de volume pour Maserati, et qui, je pense, annoncera d'ailleurs le grand retour de Maserati sur le marché français, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas un marché des plus simples avec la grille de taxes. D'accord. Et j'ai encore une question, cette fois-ci sur le développement de Maserati. Jusqu'alors, justement, on parlait de fusion avec Stellantis. Il y avait des stratégies de groupe, notamment avec Ferrari. Aujourd'hui, Ferrari est sorti du giron Stellantis. Il m'est venu une question sur le réseau Maserati aujourd'hui. On voit beaucoup de concessions Ferrari-Maserati. Est-ce qu'il va y avoir une autonomisation du réseau Maserati? Comment ça va se passer en fait pour le réseau de vente et d'après-vente Maserati aujourd'hui en France? Alors, il n'y a aucun impact ou aucun rapport, je dirais, puisque les investisseurs, aujourd'hui, dans la plupart des cas et la plupart des pays, sont des investisseurs multimarques. Très souvent, nos partenaires Maserati, que ce soit en France ou ailleurs, ont plusieurs marques, notamment des marques de luxe ou des marques premium. Donc, le fait qu'il y ait une séparation capitalistique ou des accords techniques qui se terminent ou pas, n'a rien à voir avec la stratégie commerciale et de représentation. Donc ça, c'est une gestion au cas le cas, on va dire. Mais il n'y a aucune directive, aucune stratégie de vouloir se séparer de l'un ou de l'autre. Donc c'est vraiment au cas par cas. Il y a une volonté en France de développer le réseau encore? Alors la couverture du réseau en France telle qu'elle est aujourd'hui, elle est bonne. Il y a une volonté de donner plus de volume à chacun de nos partenaires.
parce que le volume, évidemment, est une grande variable de la profitabilité de notre réseau. Aujourd'hui, les ventes en 2020 ont atteint un bas, hein, et nous prévoyons de fortes croissances dans les années à venir. Et cette forte croissance, elle doit s'accompagner non pas par plus de concessionnaires, mais par des concessionnaires qui sont encore plus forts, plus installés, et puis qui ont la capacité de rentabiliser leurs investissements d'une façon pérenne avec Maserati. D'accord, peut-être aussi une question de visibilité de Maserati en France, où aujourd'hui, c'est quand même une marque qui est assez discrète, je trouve, par rapport à d'autres. Est-ce que voilà, va y avoir des événements, des présences sur des événements ou autres? Alors, c'est une bonne question. La notoriété de Maserati, elle reste forte. Enfin, l'association de Maserati avec notre ADN, elle est à 100%. Faire parler de la marque, ça se fait à travers plusieurs activités. L'activité produit en est une, et l'activité produit, elle est incroyable sur les années qui viennent, hein. On a annoncé 20 voitures ou 20 versions nouvelles d'ici à 2024. Donc, il va y avoir, au travers des médias et des actualités produits, déjà une très grosse visibilité de la marque. Mais aussi, il faut que nous puissions communiquer, il faut que nous puissions être présents à travers d'autres événements. Et oui, bien entendu, la marque a pour volonté de parler à son public de la façon la plus fréquente possible. Les événements que nous connaissons aujourd'hui nous ont appris à communiquer d'une façon digitale, Oui, tout à fait. et nous le faisons même d'ailleurs en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a des événements qu'on pourrait rêver en conjoint avec Maserati. Je pense au Tour Auto, je pense à Le Mans Classique. Voilà, il y a des très belles choses comme ça où Maserati aurait clairement sa place, quoi. Mais vous savez, il y a un autre secteur dont on n'a pas parlé, hein, mais nous avons annoncé le retour de Maserati dans la compétition automobile. Oui. Et donc, nous allons donner des détails au moment venu, mais ça rentre parfaitement dans la stratégie de donner de la visibilité à cette. Et puis c'est aussi marque. l'ADN de la marque. On prend les plus, pour moi, les plus grosses, belles marques italiennes, elles ont toutes un passé en course. Bien sûr. Et donc je pense que c'est intéressant de capitaliser dessus aussi. Absolument. D'accord. Donc si je dessine un petit peu les grandes lignes de Maserati pour l'avenir, vous l'avez dit, plus de 20 nouveaux modèles d'ici 2024. Oui. Une capitalisation sur l'image sportive, donc on reste sur une marque sportive, et deux grands axes de développement, l'hybridation légère et le full électrique. Absolument. Pour garder justement cet ADN. Absolument. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on en a appris beaucoup plus sur Maserati, sur les questions que vous avez pu nous poser, vous, derrière l'écran. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Loire. Si vous avez un dernier mot à ajouter pour nos fidèles auditeurs. Écoutez, moi, je voudrais simplement merci déjà pour l'occasion, et puis restez connectés parce que les nouveautés Maserati vont pleuvoir dans les prochains mois et les prochaines années. Et je pense qu'on va vous surprendre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci encore. Merci.